En ce qui concerne la structure des arrêts, la Commission a proposé d'abandonner la rédaction sous forme d'attendu et d'opter pour une numérotation des paragraphes. La Cour européenne des droits de l'homme, justement, le pratique déjà et le Conseil constitutionnel s'y est récemment converti. Est-ce qu'on peut parler d'un effet de mode quelles sont les motivations? Je crois qu'il faut bien distinguer les affaires très simples qui ne méritent pas une motivation de celles qui répondent à une question de droit importante, à une question à laquelle la société attend une réponse précise, argumentée, etc., sur lequel effectivement on attend cette motivation plus explicite. Nos collègues belges ont un slogan, une formule qui, à mon avis, que j'ai reprise dans le rapport, qui me semble importante, c'est dire le droit et être compris. Pour l'instant, le débat n'est pas terminé, mais la suppression des attendus, la numérotation des paragraphes, c'est une évolution. Quand on a 2 siècles d'histoire, certains n'y sont pas encore prêts. Concernant la motivation, il est question de faire un rappel des précédents, notamment dans les arrêts de revirement ou en cas de non-respect d'une jurisprudence constante de la Cour. Et ça serait un facteur de sécurité juridique. Et en cette application uniforme du droit, est-ce que ça constitue un véritable changement de philosophie judiciaire? Mais est-ce qu'on s'oriente plutôt vers un système de common law ou... Alors, je crois qu'il faut éliminer les faux débats immédiatement. Ça n'a rien à voir avec le système de common law. Les gens pensaient que la Cour de cassation allait motiver comme la Cour européenne des droits de l'homme, avec des démarches très factuelles, des dizaines de pages pour un arrêt. C'est pas du tout ça. La question, c'est comment être un peu plus explicite sur un certain nombre de décisions et garder la rigueur du droit. Depuis 2 ans, lorsqu'un rapporteur souhaite proposer une motivation enrichie sur un arrêt, il peut très bien proposer 2 types de rédaction, l'une classique, l'autre enrichie, et puis la Cour délibère, la Chambre, et nous avons déjà plus de 60 décisions analysées comme ça en motivation enrichie, une édition très importante. Donc voilà les éléments qui montrent que l'évolution elle est concrète, c'est-à-dire la réforme elle se fait aussi en faisant évoluer les habitudes, c'est ça. Concernant le traitement des pourvois, pouvez-vous nous exposer alors schématiquement les différentes alternatives qui sont envisagées pour ce qui concerne le filtrage et leur orientation? La Cour de cassation verrait réduire le nombre de pourvois qu'elle traite directement parce que ce serait que les affaires à forte importance normative, lorsqu'une question de droit fondamental est posée, etc. Mais on ne traiterait plus ce qu'on appelle les petites nullités formelles de procédure. Donc, première hypothèse en lien avec les cours d'appel, ce serait les cours d'appel sur le même principe qui seraient saisis à nouveau dans un délai de 2 mois maximum sur une correction. Je prends un exemple concret. Non-réponse à conclusion, il y a eu 19 moyens qui ont été soulevés par les avocats en cour d'appel et les avocats estiment que la cour d'appel a répondu à 18 mais que le 19e n'a pas répondu au problème de droit qu'il a oublié. Voilà. On ressaisit la cour d'appel qui dit soit j'ai répondu, soit j'ai pas répondu, soit c'est pas d'un niveau suffisant. Et c'est un système d'autorisation non de pourvoi. Mais il y a toujours un recours possible devant la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation dit, la Cour d'appel dit non, le pourvoi n'est pas recevable, c'est pas du niveau Cour de cassation, on a statué définitivement. Et là, les personnes pourraient juste aller contester ce droit au pourvoi ou pas. On voit que le système, depuis plus de 15 ans en Allemagne, fait qu'il y a très peu de recours devant le Bundesgerichtshof, qui est l'équivalent de la Cour de cassation française. L'autre terme de l'alternative, mais sur les mêmes bases juridiques, pour arriver à diminuer de plusieurs milliers de pourvois dont est saisie la Cour de cassation, c'est un filtrage à l'entrée par la Cour de cassation, soit directement par chaque chambre spécialisée, soit par une chambre spécialisée en la matière qui va dire non, ce pourvoi. Le droit au niveau européen, c'est un droit à l'appel, ce n'est pas un droit à la cassation, un 3e niveau. Hein, le droit fondamental, c'est le droit à l'appel. Et sinon, ne peuvent venir que les affaires qui ont un niveau juridique, un intérêt normatif, un intérêt pour la diffusion des jurisprudences, etc. Donc c'est un choix qui serait fait en diminuant le nombre de pourvois. Bien entendu, dans ces 2 hypothèses, si le nombre de pourvois diminue, ça veut dire que la Cour de cassation peut mieux se consacrer aux arrêts les plus importants, mais qu'il faut aussi transférer des effectifs à même niveau hiérarchique de la Cour de cassation aux cours d'appel, et c'est aussi revaloriser les cours d'appel. Et donc tout ça est une modification législative dans une architecture d'ensemble
de la réforme des cours d'appel. Et ça, c'est tout à fait discuté avec les premiers présidents de cours d'appel qui sont favorables à cette réforme. Mais bien sûr, si on leur donne les moyens nécessaires. Outre l'instauration d'un pourvoi liberté civile, il y a 3 circuits de traitement des pourvois justement qui sont prévus, un court, un ordinaire et un approfondi, tel que vous les avez appelés. Et quels seraient les critères de choix en fait entre ces différents traitements? Ça voudrait dire qu'il y aura un système de repérage assez tôt et que tous les praticiens savent faire, ceux qui ont de l'expérience entre les affaires, en gros, simples, a priori. On peut toujours ensuite avoir des passerelles. Et puis les affaires extrêmement complexes ou qui posent un problème juridique majeur. Au moins ces 2 extrêmes. On peut aussi, avec cette instance de filtrage, mieux orienter les affaires, adapter les modes de traitement, donc consacrer moins de temps aux affaires simples et les traiter rapidement, comme ça l'affaire est terminée et le justiciable c'est terminé, voilà, et consacrer le temps nécessaire, l'approfondissement pour un travail qui est déjà, mais qui sera encore de plus grande qualité, etc., sur les affaires dites du circuit approfondi. On peut croire que la réforme de la Cour de cassation ne sera pas sans modification du statut et du rôle du parquet général. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que cette question cristallise beaucoup de résistance et pensez-vous que la Commission puisse trouver un consensus à terme? Je rappelle que depuis 2002, le parquet général ne participe plus, n'assiste plus aux délibérés, ne participe plus à la conférence des affaires, donc il est sur l'extérieur. Mais face à cela, il y a depuis 15 ans aucune solution qui a été véritablement proposée, argumentée, etc. Donc il faut en sortir, il faut bien trouver une solution. La réforme législative n'est pas suffisante, le Conseil d'État l'a faite, et a adapté, a négocié avec la Cour européenne des droits de l'homme une évolution sur le statut du maintenant, qui est désormais celui du rapporteur public par rapport au commissaire du gouvernement. Et là, sur la table, eh bien, il faut mettre les positions. Très clairement, le procureur général a demandé à ce qu'il y ait un retour à 2002. La position des magistrats du siège, des présidents de chambre, a été non, au nom du secret du délibéré. Ça, c'est extrêmement clair. Et je pense que c'était un débat qui était très très connu de l'ensemble des juristes. Il y a une amélioration considérable des pratiques qui peuvent être faites, et notamment ici, va être proposé, c'est accepté par les présidents de chambre, ce qu'on appelle les retours de conférence, où les magistrats du siège, sans violer en aucune façon le secret du délibéré, indiquent les moyens, les questions de droit, où se trouvent des questions de droit qui vont être sans doute débattues et sur lesquelles ils attendent aussi un éclairage du parquet général, en plus de toutes les recherches et du rôle proactif que mène le parquet général. Le parquet général aussi, ça c'est aussi un acquis de la commission, maintenant tout le monde est d'accord et on va changer. Au lieu que le procureur général, l'avocat général, soit saisi une fois que le dépôt du rapport est fait, vous avez un pourvoi, 4 mois après, maximum, un mémoire ampliatif, 2 mois après, un mémoire en défense, et ensuite le travail du rapporteur. Donc ça peut dire qu'au bout qu'il va travailler 1 mois, 2 mois, c'est au bout de 7-8 mois, au moment où l'audience est fixée dans 6 semaines, que l'avocat général découvre le travail. Donc on va changer totalement la logique, que le procureur général, dès que l'affaire est envoyée dans une chambre, peut avoir connaissance des affaires. Ces mutations, la question se pose, ne risque-t-elle pas de faire de la Cour un 3e degré de juridiction? L'idée, tout simplement, c'est d'augmenter la marge d'appréciation nationale par rapport aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire, en fin de compte, plus on raisonnera et en intégrant de façon intelligente et coordonnée, c'est pour ça qu'on a dans ce rapport une doctrine de la proportionnalité qui permet d'anticiper, de s'adapter à certaines jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc d'avoir l'appréciation nationale du problème posé. Si la Cour de cassation apprécie, avec le principe de proportionnalité, l'application dans le contexte national, la Cour européenne des droits de l'homme laisse à la Cour suprême nationale la question de statuer sur le fond de la décision et en droit, de dire le droit.